est-ce que vous aviez remarqué qu'il était écrit 2 fois le mot de? Bon, toi, Florence, tu avais remarqué, mais peut-être tu connais le truc. Céline, tu n'avais pas remarqué. Sergio non plus. J'imagine Colombe non plus, je ne sais pas. Je me suis fait avoir la première fois. Ah ouais, ouais, C'est bah ça à oui, dire. forcément, forcément. Donc, effectivement, en fait, qu'est-ce que c'est ça? En fait, effectivement, c'est bien les filtres de sélection, parce qu'en fait, dans la réalité, c'est pas logique que le mot soit écrit 2 fois. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va faire notre cerveau? Il va filtrer ce qui va coller à notre modèle du monde. Notre modèle du monde, c'est notre manière de voir la réalité. Et donc, dans le filtre de sélection, en fait, ce qui ne fait pas partie de mon modèle, en fait, le cerveau, il va faire en sorte que je ne le vois pas, carrément. Il va sélectionner que ce qui fait partie de la validation de mon modèle du monde. Ça va, vous me suivez bien? Donc, effectivement, on a un processus de sélection, on vient de le voir. On a un processus aussi de généralisation. Donc, la généralisation, ça veut dire que quand on vit une expérience qui est forte émotionnellement, on va la généraliser à croire que c'est tout le temps comme ça. Donc, par exemple, un homme va être, par exemple, trompé par sa petite amie. Et puis, il pourrait dire, par exemple, dans la généralisation, ah bah, toutes les femmes ne sont pas fiables, vous voyez, ou inversement, hein, la femme qui se fait tromper par son ami. Ah, bah, de toute façon, les mecs, ils sont pas fiables. Les hommes sont comme ça. Vous voyez, c'est généralisé aux hommes ou aux femmes. Vous voyez, alors, ça peut être une expérience très forte ou l'expérience, ça peut arriver 2, 3 fois et donc le cerveau, il va généraliser. Alors, pourquoi il fait ça, le cerveau? En même temps, ces filtres, vous savez, ils ne sont pas là pour rien. Ils ont aussi leur utilité, mais je vais vous en parler juste après. Et il y a également la distorsion. La distorsion, c'est carrément je transforme la réalité et donc je peux croire avoir vu quelque chose alors qu'en réalité, ça n'existait pas, ou je peux complètement interpréter la réalité, la transformer. Par exemple, je peux me dire, ah bah tiens, il y a une personne, elle était à la soirée, elle m'a vu, elle m'a pas dit bonjour, donc en fait, c'est qu'elle m'aime pas. Ben, en fait, vous voyez, ça s'appelle une distorsion, ça s'appelle une lecture de pensée, parce que je peux croire que la personne ne m'aime pas, j'ai transformé la réalité, alors qu'en fait, ça se trouve, la personne, elle était dans la lune et puis en fait, elle m'a pas vraiment vu, quoi. Vous voyez? Alors en fait, pourquoi on a ces mécanismes? En fait, ils sont quand même utiles, hein, ces mécanismes. La sélection, ça nous permet tout simplement de nous concentrer, parce qu'imaginons que vous vous retrouvez dans une pièce avec plusieurs personnes qui parlent en même temps. Bah, si vous arrivez à suivre ce que vous dit une personne, c'est parce que vous avez un processus de sélection et tant mieux. La généralisation nous est très utile pour pouvoir apprendre et reproduire ce qu'on a appris, parce que si on généralisait pas, ben, on se rappellerait pas et on n'apprendrait rien en fait. Donc, quand on réussit à faire quelque chose pour pouvoir le reproduire, et ben, du coup, c'est à ça qui nous sert le processus de généralisation. Et la distorsion, en quoi c'est utile? Ben, c'est utile pour pouvoir être créatif, avoir des idées, à se dire, ah bah tiens, un jour, il y a quelqu'un qui s'est dit, ça serait chouette de pouvoir aller sur la Lune, et il a forcément fait une distorsion de la réalité, puisqu'à l'époque, ce n'était pas possible, pour pouvoir mettre en place des objectifs à faire en sorte que ça arrive. Donc, tous ces mécanismes, ils sont là, on y peut, avec ces filtres, ils existent. Ils ont des avantages qui peuvent vraiment nous apporter de la ressource, mais ils ont aussi, comme vous l'imaginez, beaucoup d'inconvénients parce qu'on peut tirer beaucoup de conclusions négatives. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a cette réalité qui existe, mais comme chacun, on a tous des expériences personnelles, on a vu ou des fils socioculturels différents. Et bien, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va tous percevoir cette réalité, on va tous avoir une représentation de cette réalité qui va être complètement différente d'une personne à une autre. Il n'y a pas 2 personnes sur Terre qui ont exactement la même perception de la réalité. Donc, cette perception, elle va naviguer entre ce que je perçois. Vous savez, par exemple, là, vous m'entendez, vous me voyez, c'est une perception. Et il y a votre manière de vous représenter les choses. Ben là, la représentation, alors on dit du VACOG, c'est nos 5 sens, hein, visuel, auditif, le toucher, les odeurs, le goût, etc. En un terme, c'est-à-dire qu'en fait, eh ben, du coup, dans nos souvenirs, quand on est dans notre passé ou qu'on est dans notre futur, qu'on va imaginer quelque chose, on est dans un système de représentation de la réalité. Et en fait, tous ces systèmes de représentation, ça fait partie de ce qui s'appelle notre carte du monde. C'est-à-dire comment on vit la réalité, comment on se la représente. Eh bien, cette carte du monde, elle est constituée de l'ensemble de nos représentations qui sont purement personnelles. Et encore une fois, même si vous prenez 2 jumeaux qui vont avoir
peut-être de personnes qui ont vécu exactement les mêmes expériences, des cartes qui peuvent être très similaires. On rencontre des gens avec qui, pourquoi on se sent très proche avec nos amis, parce qu'ils partagent certaines similitudes dans leur représentation du monde. C'est ça qui fait qu'on est d'accord. Mais en fait, il n'y a pas deux personnes sur Terre qui ont exactement les mêmes représentations de la réalité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous percevons la réalité à travers une représentation que nous nous en faisons et on va communiquer à propos de cette réalité. Et dans notre manière de communiquer, en fait, on va avoir deux formes de communication dont on parle dans la PNL. Il y a d'une part la communication verbale, donc c'est un mode digital, ça veut dire que ça s'entend, c'est les mots qu'on va dire. Et il y a une autre communication qu'on appelle la communication avec un mode analogique en PNL, c'est la communication paraverbale. Donc le paraverbal, ça va être le rythme de ma voix, le volume, le débit, l'intonation. Et le non-verbal, c'est les gestes que la personne va faire. Et en fait, dans la communication, il faut savoir que la communication analogique, c'est-à-dire tout ce qui est paraverbal et non-verbal, en réalité, c'est ça qui a de l'impact dans la communication. Par exemple, si là, avec vous, je vous dis, bon, ce soir, je vais vous parler de la PNL. C'est un sujet passionnant et je suis ravi d'être avec vous. En fait, qu'est-ce que vous retenez? Vous retenez le mode analogique, c'est-à-dire que ce n'est pas tant le propos que vous retenez, c'est quel effet je vais avoir sur vous, c'est toute la manière dont je vais communiquer. Ça va, vous me suivez bien? Super. Alors, la PNL, du coup, a donné un ensemble de présupposés, c'est-à-dire une philosophie. La PNL, ils ont modélisé des thérapeutes, des protocoles, mais ils ont aussi modélisé des croyances, un état d'esprit dans lequel ils étaient. Alors, Bandler dit, les présupposés, il appelle ça « the lies of NLP », c'est-à-dire il appelle ça carrément les mensonges de la PNL, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un présupposé? Un présupposé, c'est quelque chose qui est une croyance implicite dans laquelle on va rentrer. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Quand vous vous inscrivez à ce webinaire, vous faites le présupposé que ça va vous plaire ou que ça va vous intéresser. Sinon, du coup, vous ne vous inscrivez pas, vous voyez? Mais ça se trouve, des fois, on fait des présupposés dans la vraie vie où on avait un parti pris sur quelque chose et puis finalement, on était déçu parce que ce n'était pas comme on avait imaginé. Et donc, du coup, la PNL va avoir des présupposés où ce sont des croyances, mais on sait que si on se met dans cet état d'esprit, quand on est dans un accompagnement, dans la relation d'aide, en tout cas, quand on est dans le changement, dans un processus de conduite au changement, eh bien, ces présupposés vont être beaucoup plus aidants au niveau de la relation et vont apporter des ressources qui vont nous permettre au niveau de notre savoir-être d'être beaucoup plus aidants et pour nous et pour l'autre. Alors, quels sont ces présupposés? Alors, je ne vais pas tous vous les dire parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais vous en présenter quelques-uns. Alors, par exemple, on a comme présupposé le sens d'une communication est donné par la réponse qu'elle déclenche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, quand je communique, je vois que la personne en face, elle réagit mal à ce que je suis en train de lui dire, eh bien, peut-être, ce présupposé, il est en train de me dire, peut-être que c'est ma manière de communiquer qui déclenche en face cette réaction. Vous voyez? Je me rappelle, il y a de ça quelques années, je pense que tu m'as connu à l'époque, Sergio. Je ne sais pas si tu avais assisté à ce type de conférences que je donnais. Je donnais des conférences, je me rappelle, sur le couple et la famille. Et j'avais une manière au niveau de la forme qui n'était pas forcément toujours très travaillée. Et il y avait des gens, ça les braquait à fond, en fait. Je me rappelle, les gens, ils disaient « Ah, mais qu'est-ce qu'il dit ?» Enfin, vraiment, ça les perturbait. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'en fait, je pouvais garder le même message, mais avec une forme différente au niveau de ma communication, mais qu'en fait, la manière dont les gens réagissaient, c'était de ma responsabilité aussi, ce n'était pas juste eux, c'était la manière aussi dont je parlais des sujets. Vous voyez? Donc, c'est vraiment la forme qui va être importante. Donc, c'est intéressant parce que du coup, ça nous redonne du pouvoir personnel à nous dire, tiens, de quelle manière est-ce que je communique? Donc voilà, quelle que soit l'intention du communicateur, si vous n'obtenez pas la réponse attendue, communiquez différemment. Ça, c'est un des présupposés. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme présupposé? On a, par exemple, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. En PNL, l'échec n'existe pas. Alors, qu'est-ce que c'est que le feedback? Le feedback, c'est un retour d'expérience qui nous nourrit. C'est donc un apprentissage.
Et en PNL, on s'est dit, OK, j'ai voulu atteindre un objectif, ça n'a pas marché. Je ne vais pas voir ça comme un échec parce que si je vois ça comme un échec, ben, je vais laisser tomber et puis je ne vais jamais réussir à me développer. Ben, je vais plutôt prendre ça comme un apprentissage. OK. Donc, du coup, la manière dont je m'y suis pris, ça ne fonctionne pas. Mais en réalité, c'est très bien. Je viens d'apprendre que je pouvais avoir d'autres manières de fonctionner. Donc, effectivement, en PNL, on ne voit pas les choses comme étant un échec, on les voit vraiment comme des apprentissages. Ça va, vous me suivez? Vous avez des questions ou autres? Idem sur Facebook. OK, donc je continue alors. Alors, d'autres présupposés encore. C'est vraiment la philosophie de la PNL. Alors, les ressources sont dans la personne. Alors, qu'est-ce que veut dire ce présupposé? Ben, ça veut dire que quand on accompagne une personne, des fois, que ce soit, comme on l'a vu, la PNL peut être très utile dans différents métiers, hein, de formation, psychothérapie, coaching, relations d'aide, relations parents-enfants. Ben, quand vous êtes avec une personne qui a des difficultés, si on commence à se dire « Oh là là, mon Dieu, mais je crois que cette personne, elle ne va pas y arriver, hein. » Je me rappelle Catherine qui enseigne avec moi, elle me racontait l'autre jour, ça fait quelques années, il y a peut-être 2 ans, je crois. Elle me disait, je vais chez une prof pour apprendre à jouer du piano. Et elle essayait de jouer, puis bon, elle jouait faux parce qu'elle apprenait. Et il paraît que la prof, elle la regardait comme ça. Elle l'a regardé comme ça et elle lui dit, mais vous savez, hein, le piano, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, hein. Alors, c'est pas très aidant, hein. C'est pas très aidant. Bon, bah, du coup, elle, forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a laissé tomber le piano. Donc, ça, c'est important dans notre posture parce que ce présupposé de nous dire les ressources sont dans la personne, c'est de se dire, OK, peut-être que la personne n'y arrive pas pour l'instant, mais elle peut avoir les ressources pour y arriver, ou si elle ne les a pas tout de suite, elle peut au moins les acquérir, ces ressources. Et ce présupposé nous met dans une position où on va vraiment développer chez l'autre son autonomie, plutôt soit de vouloir être dans une position non verbale où on regarde comme ça et on l'invalide, hein, voyez, parce que ce que l'on pense dans notre tête, de toute manière, qu'on le veuille ou non, on le transmet, hein, on le transpire. Donc ces présupposés, ils sont vraiment là pour nous faire travailler notre savoir-être, notre posture relationnelle. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de les intégrer, ces présupposés, dans nos qualités d'accompagnant, parce que souvent quand on veut faire de la PNL, c'est qu'on a des objectifs de vouloir accompagner, hein, aussi, hein, que ce soit comme on l'a dit, les enfants ou des stagiaires, sont des formateurs, ou des patients en psychothérapie ou des clients en coaching, etc. Mais donc, c'est vraiment de se dire, OK, je vais vraiment intégrer ce présupposé, mon client a les ressources, et en plus de ne pas être dans une espèce de position haute, de vouloir tout faire à sa place, parce que si on veut tout faire à la place de l'autre ou lui donner des conseils, eh bien en fait, qu'est-ce qu'on fait? On cultive une relation de dépendance, mais en réalité, on n'accompagne pas la personne à grandir dans son autonomie. Alors que si on part du principe que les ressources sont dans la personne, on va plutôt avoir des stratégies pour lui permettre justement de pouvoir trouver les ressources à l'intérieur d'elle-même. Je lis le petit commentaire de Colombe qui me dit « Je suis désolé, c'est compliqué pour moi de suivre dans l'environnement où je me trouve. Elle a du bruit. Merci pour la présentation. J'espère avoir l'opportunité de suivre une autre édition. » OK, donc elle est partie. OK. Voilà. On a également un autre présupposé qui est ici, qui dit la personne qui développe le plus de flexibilité a le plus de chances d'atteindre ses objectifs. Ben oui, c'est la flexibilité. Moi, je l'ai vraiment vécu ça, par exemple, pendant le Covid. Quand ils ont fait un arrêt d'un coup, et ben, du coup, on ne pouvait plus former les gens. Les gens, on leur disait, vous devez rentrer chez eux, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, pour les restaurateurs, ça a été pareil. Les restaurateurs qui ont été flexibles, qui se sont dit, OK, on va faire du coup des repas en livraison. Et moi, je me rappelle, j'ai dit, mes formations, on va les faire sur Zoom et on va pouvoir continuer à faire les formations. C'est grâce à la flexibilité qu'on a pu atteindre les objectifs, et pour les personnes, pour les clients et pour nous. Donc, effectivement, une personne qui dit, par exemple, en plus, c'est rigolo parce que j'étais justement avec d'autres formateurs juste avant le Covid, peut-être 2 mois avant. Et je leur parlais de dire, vous savez, ça peut être possible de partager parfois certaines journées sur Zoom, comme ça, en téléclasse, etc. Puis il y avait des gens qui disaient, ah non, 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 hein, la PNL, hein, non, 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 hein, ça se fait que en présentiel, hein. Et puis, je me disais, bon, c'est pas très flexible, mais bon.
Et puis, le Covid est arrivé. Et puis, finalement, ils ont bien été obligés de s'y mettre. Mais moi qui avais déjà commencé à préparer mon terrain parce que je commençais à m'intéresser à qu'est-ce qui se faisait de nouveau, ça ne m'a pas chamboulé trop. Vous voyez, moi, j'avais déjà qui était tout en place, qui était possible. Mais donc, effectivement, et je connais d'autres gens qui n'ont pas eu cette flexibilité, mais qui ont eu beaucoup plus de mal à pouvoir s'en sortir parce que du coup, ils n'étaient pas rentrés dans cette flexibilité. Je pense notamment quand j'accompagne des entrepreneurs également. J'ai des entrepreneurs qui disent: «Ah, mais moi, je ne veux pas aller sur les réseaux sociaux. Moi, je veux mettre des cartes de visite, je veux me mettre dans les pages jaunes, etc.» Et je dis: «Eh oui, mais tout change. La société change, la société évolue. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est les éléments les plus flexibles et les plus adaptables compte tenu du système où ils se trouvent qui auront plus de chances de réussir au niveau du changement.» Donc, cette flexibilité, ça fait partie de notre philosophie, ça fait partie de notre savoir-être quand on fait de la PNL. Ça va, ça vous parle? Top. Présupposé intéressant. Les personnes font les meilleurs choix possibles dans une situation et dans un temps donné, compte tenu des possibilités et des capacités qu'elles croient disponibles à partir de leur modèle du monde. Alors ça, c'est super parce que ça nous invite à quoi? Ça nous invite au non-jugement. Quand vous avez une personne qui, par exemple, vous dit: «Mais en fait, moi, mon gamin, ou une maman», je donne un exemple dans la relation parent-enfant parce que je sais que ça intéresse Céline. Par exemple, il y a une maman qui va dire: «Mais moi, mon gamin, je peux pas m'empêcher quand il fait pas ses devoirs, ça m'énerve et je peux pas m'empêcher de lui crier après.» OK, peut-être qu'elle sait pas faire autrement. Et parce qu'en fait, peut-être que c'est le meilleur choix qu'elle a à ce moment-là pour essayer de capter l'attention de son enfant et de faire en sorte qu'il l'écoute et qu'il fasse ses devoirs. Mais dans son histoire, elle n'a jamais appris d'autres stratégies. Elle n'a pas su faire autrement. Et comme du coup, mine de rien, quand elle lui crie après, et du coup, il l'écoute et il fait ses devoirs. Et du coup, son meilleur choix possible, c'est de lui crier après parce qu'en fait, elle n'a pas pu encore, dans son histoire, expérimenter quelque chose qui serait aussi efficace. Donc, quand on sait ça et qu'on est dans l'accompagnement de nos clients, des personnes qui vivent des difficultés, ça nous amène beaucoup à être dans de la tolérance, à être dans du non-jugement. Vous m'entendez bien? Je crois que j'ai un problème de micro. Ma connexion est Bon. instable. Ça va mieux? Non, OK. Ça nous amène beaucoup dans la tolérance et on part du principe de se dire: «OK, mon client, il doit certainement, dans ses difficultés, il n'est pas en train de résister», hein, comme on parle de ce vocabulaire de résistance en thérapie. Nous, en PNL, on ne parle pas de résistance. On dit: «OK, quand une personne, elle ne change pas, c'est qu'elle fait le meilleur choix qui lui est possible. Elle a ce que nous, on appelle dans notre jargon des fonctions positives, c'est-à-dire elle a certainement dans la volonté de ne pas vouloir changer des aspects où elle va en retirer des avantages. Voilà, il y a quelque chose qui serait pas bon dans le changement et certainement elle fait le meilleur choix possible. Pourquoi souvent une personne ne veut pas changer? C'est cette fameuse petite phrase: «Tout problème aujourd'hui a été à un moment donné la solution à un autre problème.» Pourquoi les personnes sont attachées à ne pas vouloir changer? Eh bien parce qu'elles ont mis en place des stratégies qui ont été des solutions dans leur histoire. Je vous donne un exemple d'une personne que j'avais accompagnée et qui était énormément timide, qui n'osait pas faire de bruit, qui n'osait pas se montrer. Et en fait, quand on va visiter son enfance, il avait un père qui était alcoolique et son père, dès qu'on bougeait et qu'on parlait fort, etc., il lui mettait des torgnoles, quoi. Il le battait. Et donc, qu'est-ce qu'il a appris? Sa solution quand il a été petit, la solution à son problème, c'était de se faire discret par rapport à mon père qui me bat. Mais sa solution d'être discret, qui dans sa programmation, il a intégré, aujourd'hui, c'est devenu un problème parce que du coup, il n'ose plus se mettre en avant. Voyez? Donc, là aussi, c'est intéressant d'avoir cette perception-là, cette vision des choses. Ça va, vous me suivez? Top, ça vous plaît? Ouais. Top. Allez, on va en faire encore quelques-uns. Je vous ai mis ceux que j'aime le plus parce que je les adore tous en fait, mais la confusion est la porte d'entrée à la réorganisation. Alors ça, j'arrête pas de le dire à mes stagiaires parce que des fois, on fait des protocoles et puis ils me disent: «Jordi, je comprends plus rien, j'ai pas réussi l'exercice, qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus, ça fait pas sens.» Je leur dis: «T'inquiète, dors dessus, avec une bonne nuit de sommeil, demain tu vas y revenir, ça fera sens.»
quand on est dans le changement et à un moment donné, on est dans la confusion. Bah, c'est normal, hein. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça vous arrive chez vous, mais vous dites, tiens, il faut que je range mes tiroirs ou il faut que je range mes placards. On commence à ranger, puis on sort les affaires, puis à un moment donné, on se dit, oh là 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 là, dans quoi je me suis lancé? Il y en a partout il y en a partout dans la pièce. Bah oui, c'est normal, à un moment donné, bah, c'est le bordel, quoi. Bah, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que une personne, dans ses filtres, dans sa perception, dans sa représentation de la réalité, elle a un modèle du monde qui est vraiment forgé de croyances. Et quand elle est dans le changement, c'est pas possible de pouvoir changer son comportement, ses émotions, ses stratégies mentales si on n'a pas bougé en même temps nos croyances. Mais de changer les croyances, c'est pas évident parce que ça vient remettre en question notre représentation du monde, notre représentation de la vie. Et ça peut être un petit peu perturbant, vous voyez. Et donc, effectivement, bah, de se dire, OK, quand j'accompagne quelqu'un qui est en confusion ou moi-même je suis en confusion, OK, super, c'est une porte d'entrée à la réorganisation. C'est en train de se réorganiser. Donc, voilà, c'est rassurant de se dire ça. Un autre présupposé, le corps et l'esprit font partie d'un même système. Ben, effectivement, hein, de toute façon, on a vu, c'est complètement relié, même dans notre communication. Si à un moment donné, la personne, elle vous gonfle, ben, du coup, ça va se voir hein, physiquement, hein, ça va se voir, vous allez soupirer, ça va se voir. Également, si je pense, bah, tiens, j'ai pas envie d'aller à tel endroit, etc., peut-être que mon corps va m'envoyer un message comme une migraine ou un mal de ventre, ou peut-être que mon énergie, si ce que je suis en train de faire ne fait pas sens au niveau de mes pensées, ben en fait, mon énergie va partir et je vais me sentir fatigué. Donc, effectivement, le corps et l'esprit sont complètement reliés. Donc, la PNL va vraiment s'intéresser à observer ce qu'une personne nous dit, mais aussi comment elle nous dit, comment ça se passe dans son corps, qu'est-ce qui s'est passé après une séance, est-ce qu'il y a eu un mal de tête, est-ce qu'il y a eu… Voilà, par exemple, je sais que souvent, quand j'accompagne des personnes, j'ai remarqué qu'à l'issue d'un accompagnement et d'un protocole où il y avait eu un changement, quelques minutes après, j'ai mon client souvent qui fait qui baille et je vais ah ça y est, ça vient de s'intégrer. Je sais que le bâillement, il y a quelque chose, ça y est, qui vient de lâcher, il y a quelque chose qui vient de s'intégrer. Vous voyez, c'est un signe, le corps vient de faire un signe. Voilà, donc ce sont des présupposés qui est vraiment notre manière de travailler notre savoir-être. Alors, pourquoi je vous parle de ça tout de suite dans le webinaire? Parce que le parti pris d'Active PNL, qui n'est pas le cas de toutes les écoles, parce qu'il y a beaucoup de centres qui sont très axés sur les techniques, sur les protocoles, et qui disent le développement personnel, la personne, elle va le faire ailleurs, elle ne le fera pas dans notre centre. Dans notre centre, elle va apprendre des techniques et si elle a besoin d'être accompagnée, elle le fera ailleurs avec un coach ou un thérapeute, etc. On va pas faire ça en même temps. Nous, notre parti préactif PNL, avec d'autres centres avec qui nous sommes partenaires, et il y a d'autres centres qui ont cette philosophie-là aussi, mais c'est de se dire, un bon PNListe, ce n'est pas quelqu'un juste qui fait des techniques, c'est quelqu'un qui manifeste dans son savoir-être les présupposés, parce que mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu rencontrer certains, je ne fais pas de généralité bien sûr, mais j'ai pu rencontrer des gens qui étaient même enseignants des fois, hein, PNL, mais qui avaient une posture, pardonnez-moi de l'expression, mais dégueulasse. C'est-à-dire qu'ils avaient tout ce qu'on veut au niveau de la forme, hein, au niveau de la communication, ils reformulaient, etc. Mais en réalité, il n'y avait pas de bienveillance, il n'y avait pas dans les présupposés, le travail de développement personnel n'avait pas été fait. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire en termes de mauvaise pub de rencontrer des gens qui font de la PNL, mais sans avoir fait le travail à côté, justement, sur la posture et le savoir-être. Parce que du coup, en face, on a l'impression que la personne qui utilise la PNL sans avoir intégré ces présupposés dont je viens de vous parler, qu'en fait, elle nous l'a fait complètement à l'envers, quoi, et qu'en fait, elle nous manipule en réalité. Et ça va se sentir très vite. Et je pense que c'est en partie pour cette raison qu'il y a aussi des gens qui sont en allergie du coaching, qui sont en allergie de choses, parce qu'ils sont tombés sur des gens qui se sont formés au coaching à la va-vite, sur des fois des centres de formation qui forment en 15 jours, en distanciel, enfin, qui ne font pas du tout le travail de développement personnel. Les gens, ils ont les techniques, ils pensent qu'ils peuvent accompagner, et en fait, ils jouent des postures qui ne sont vraiment pas OK au niveau du savoir-être. Et les gens qui vivent ça en face, ils disent, mais quelle horreur, je suis allé voir un coach. Et comme eux, ils ont, comme tout le monde, hein, un processus de généralisation, bah, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont généraliser ça au coaching et à la PNL.
Et donc, moi, comme j'aime bien, je crois fermement à la PNL, ça, c'est quelque chose qui m'a apporté énormément de ressources dans ma vie. Mais pourquoi? Parce que aussi, j'ai pu rencontrer sur mon chemin des personnes qui avaient ce savoir-être et qui m'ont appris à le développer. Nous, notre principe, c'est de se dire, OK, les présupposés de la PNL, c'est notre cheval, c'est notre socle. C'est vraiment de les comprendre et tout au long du parcours, ça va être de revenir sans arrêt à ces présupposés dans notre travail. Ça va, vous me suivez? Top. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser au niveau de la PNL? Ben, du coup, c'est que quand une personne qu'on va accompagner, donc si on est des parents, que ce soit nos enfants ou que ce soit un client ou en coaching ou en thérapie, un patient, etc., ou dans le management, etc., eh bien, c'est de se dire quand une personne vit un blocage, vit un problème et qu'elle a un objectif dans lequel elle veut changer, eh bien, c'est de s'intéresser à comment est-ce qu'elle construit son problème. Parce qu'il y a les faits, qui est la réalité, mais il y a ce que la personne va faire de la réalité, hein, ce dont on a parlé précédemment. Et donc, comment elle construit un problème dans sa réalité subjective, parce qu'il y a la réalité objective, qui est là même pour tout le monde, qui est la vraie réalité, et il y a la réalité subjective, c'est comment je perçois la réalité, et dans cette manière de percevoir la réalité, comment je vais construire ce que j'appelle un problème. Donc, ben, comment la personne construit sa réalité subjective? Ben, du coup, il y a les faits. Les faits, c'est la réalité. Stimulus externe, ça veut dire c'est nos cinq sens qui captent la réalité. Et on a vu qu'on va avoir la perception de la réalité. Selon quoi? Selon mes filtres. Et les filtres, je vous en ai parlé un petit peu précédemment, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, généralisation, distorsion, sélection, omission. Enfin, on a tous nos filtres avec nos, nos mécanismes, etc. Et donc, il y a ce que l'on va percevoir de la réalité. Et compte tenu de ce que l'on va percevoir de la réalité, on va interpréter les faits selon donc notre modèle du monde, selon nos croyances, et on va donc donner du sens à ce que l'on a perçu des faits. Vous voyez, je vous donne un exemple pour que ça puisse vous parler. C'est toujours plus parlant quand on parle d'un exemple. Vous allez avoir une maman. Je fais exprès de donner des exemples de maman parce que je sais que Céline, tu es là ce soir et je profite que tu sois venue pour t'intéresser au cas par rapport à tes objectifs. On va avoir une maman qui va voir son fils, par exemple, qui ne range pas sa chambre. Donc, les faits, c'est qu'effectivement, la chambre du fils n'est pas rangée. Mais imaginons que dans son filtre de perception, dans ses filtres, ce qu'elle en perçoit, c'est des croyances de se dire euh, en fait, il veut défier mon autorité. Qu'est-ce qu'elle pourrait se dire d'autre? Il n'arrivera jamais à être autonome. C'est un gros dégueulasse, par exemple, des jugements de valeur. Voyez? Et voilà ce qu'elle va percevoir des faits hein, quand elle voit sa chambre non rangée. Et donc, qu'est-ce qu'elle va interpréter des faits de la chambre non rangée? Elle va se dire, en fait, il est en train de se moquer de moi là. Là, il est en train de se moquer de moi. C'est le sens de la chambre non rangée, le sens qu'elle a donné au fait, c'est il se fout de moi. Voyez? Alors que, en fait, c'est que de la perception parce que peut-être que le reste de la maison, le fils, il fait gaffe, voyez, et qu'en fait, il n'y a que dans sa chambre qu'il y a du bordel. Pourquoi? Est-ce que c'est qu'il se fout de sa mère ou est-ce que peut-être que c'est son territoire et ça se trouve dans ses filtres à lui, qui ne sont pas les mêmes que les filtres de perception de la mère, lui, le désordre, peut-être dans sa chambre, c'est de s'approprier son espace parce que c'est son espace à lui. Donc, il n'y a pas de l'irrespect envers la mère puisque le reste de la maison, ce qui est l'espace commun, il fait attention à le ranger. Voyez? Donc, on a les mêmes faits mais dans la perception, dans l'interprétation pour le fils, le sens donné à sa chambre non rangée, c'est l'interprétation, c'est ici c'est mon territoire et je prends possession de mon territoire dans mon autonomie parce que je commence à être ado et j'ai envie de faire différent de papa maman, je veux m'autonomiser. Alors que le même fait pour la mère, c'est il ne me respecte pas, il se fout de moi. Voyez? Ce sont exactement la même réalité, mais ce n'est pas la même. Ni la même perception, ni la même interprétation. Ça va, vous me suivez bien? Donc, du coup, là, je reviens sur la mère qui se dit, mais du coup, il se fout de moi, il ne me respecte pas. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir des émotions. Nos émotions sont ce que l'on ressent et c'est toujours en lien
avec le sens que l'on a donné au fait. Donc, si la mère dit « il se fout de moi, il ne me respecte pas », d'après vous, quelle va être son émotion? Négative, mais quoi comme émotion, par exemple? Je vous fais participer pour rendre le truc un peu interactif. Si elle se dit « mais il ne me respecte pas, mon fils, il se fout de moi ». Jugement, réaction. Alors, le jugement, la réaction, c'est ce qu'elle pense. Elle se dit « il ne me respecte pas », mais l'émotion, ça sera quoi, à votre avis? Si elle se dit « il ne me respecte pas, il se fout de moi », elle va être triste. Colère. Elle sera triste. Voilà. Alors, triste, non, triste, ça Non. serait plutôt une interprétation du fait de dire il ne m'aime pas, parce que ça serait plus en rapport avec le lien. D'accord. Et là, si c'est en lien avec le respect, l'émotion, ça sera la colère. Voyez. Donc, parce que du coup, le respect, c'est en lien avec le fait de dépasser une limite. Hein. Donc là, elle va être en colère. Et donc, comme elle va être en colère, qu'est-ce qu'elle va faire dans sa réaction, dans son comportement observable? Compte tenu qu'elle est en colère, ça se trouve, elle va aller vers lui, elle va lui mettre une gifle. Voyez. Et donc, du coup, compte tenu qu'elle lui a mis une gifle, on refait un petit tour. Et elle va dire « Ah bah ma perception, c'est que je suis une mauvaise mère. » Parce que du coup, une bonne mère ne met pas de gifle à l'enfant, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ensuite ressentir de la culpabilité dans ses émotions, ici. Et après, dans sa réaction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir s'excuser. Et là, le gamin, il comprend rien, quoi. Vous voyez? Et donc, en fait, on voit que l'histoire de la chambre non rangée, qu'est-ce qui va nous intéresser en tant que PNListe? C'est de se dire, l'histoire de la chambre non rangée, comment se fait-il que la mère, elle en ait fait un problème? Elle en a fait un problème parce que voilà ce qui s'est passé dans sa réalité subjective, qui en plus a entraîné une réaction d'agressivité peut-être et de violence, et peut-être ensuite de la culpabilité, etc., etc., etc. Alors qu'en fait, on pourrait simplement s'intéresser à se dire, tiens, quel est le sens que vous avez donné à sa chambre qui est non rangée? Quelle est votre perception de la situation? Et comment vous pourriez voir ça de manière différente? Est-ce que vous êtes allé dans sa réalité à lui? Vous voyez? Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est surtout à travers ce travail-là que la PNL va s'intéresser. Voyez, on a des approches qui seront très comportementalistes, mais on a des approches qui sont plus axées sur les émotions. La PNL va s'intéresser au comportement, va s'intéresser aux émotions, mais va s'intéresser surtout à comment on construit ce qui s'appelle notre réalité subjective et comment on va construire ce qui s'appelle un problème pour pouvoir apporter un recadrage, c'est-à-dire un recadrage de cette réalité, une nouvelle perception de cette réalité. Immédiatement, si cette mère, elle comprend à la minute même où elle comprend qu'en réalité son fils l'aime, qu'il la respecte et que dans son processus d'évolution, de prendre son autonomie parce qu'il est ado et il veut se différencier du parent, du moment où elle a compris ça, la chambre non rangée n'est plus un problème. Ça fait partie d'un processus sain et naturel chez un adolescent. Automatiquement, directement, sa colère va s'arrêter. Vous voyez? Bon, il ne faut pas qu'il y ait de cafards quand même dans la chambre. Hein. Mais ça va, voyez, vous me suivez? Oui, oui. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'on va faire quand on est dans l'utilisation de la PNL et effectivement dans un parcours PNL, on va avoir un ensemble de techniques avec un ensemble de situations, mais dans ce qui va s'appeler la modélisation, on va beaucoup se servir, moi en tout cas, nous on est très axé modélisation à Active PNL à travers ces schémas plus les niveaux logiques de Robert Dills, mais on est extrêmement branché modélisation, c'est-à-dire que souvent on va dire ok, qu'est-ce qui se passe dans la réalité subjective? C'est quoi la perception? C'est quoi les filtres? Vous verrez que les filtres, il y en a beaucoup, hein, avec différentes techniques, des métaprogrammes, des prédicats, des mouvements, du métamodèle. Enfin, il y a beaucoup de techniques qui viennent expliquer, qui viennent mettre un nom, qui viennent mettre un mot sur des mécanismes et que ces mécanismes peuvent se conjuguer avec… vraiment, ces mécanismes, ils peuvent se conjuguer sous vraiment de multiples formes. Et moi, c'est pour ça que j'adore vraiment la PNL, parce qu'à la différence d'autres thérapies que j'adore aussi, attention, je ne les dénigre pas, je les adore aussi, mais comme l'analyse transactionnelle que j'adore, ou l'énéagramme que j'adore aussi, l'analyse transactionnelle va être l'étude des interactions entre les individus. L'énéagramme, par exemple, va être l'étude des profils de personnalité. J'adore ces thérapies, j'adore ces techniques. Et en même temps, ces thérapies et ces techniques nous offrent des cartes. C'est-à-dire nous disent,
Voilà, c'est ça en fait. C'est cette partie de la personnalité où c'est ça le mécanisme. Le danger, c'est pour avoir été formé, avoir fait des formations longues en analyse transactionnelle. Alors, moi en analyse transactionnelle, mais j'ai surtout vu ça sur l'énéagramme, par exemple, l'étude des profils de personnalité. Comme les gens ont ce qui s'appelle des biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on a vu, on a des processus de sélection, d'auto-validation de notre réalité. Vous accompagnez un client et vous vous dites, ah, ça doit être un profil 3 ou ça doit être un profil, parce qu'il y a différents profils, par exemple, en énéagramme. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner dans notre réalité tout ce qui va venir valider l'hypothèse en lien avec la carte qu'on a appris dans cette thérapie-là. Et moi, ce que j'adore dans la PNL et pourquoi dans les parcours coach avec mes stagiaires, je ne fais faire de l'analyse transactionnelle et de l'énéagramme qu'après avoir et j'intègre ces cartes-là dans un processus de coaching uniquement après un maître praticien. Pourquoi? Parce que la PNL est une méthodologie de modélisation. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'outils qui nous permettent vraiment d'explorer le territoire, d'explorer comment une personne fonctionne, dresser un modèle, dresser une carte de son fonctionnement et une carte de son dysfonctionnement. Parce que beaucoup disent la PNL est orientée solution. La PNL, attention, rappelez-vous, PNL de première génération, c'était une PNL orientée problème. C'était une PNL de thérapie. Il n'y a qu'à partir de la PNL de deuxième génération, dans les années 80-90, que ça a été orienté plus solution, mais c'était très axé problème aussi. On modélise à qu'est-ce qui se passe vraiment avec nos différents outils dans ce qui se pose au niveau du problème et on va pouvoir accompagner la personne à pouvoir non seulement prendre la responsabilité dans ce qu'elle vit, dans sa réalité subjective et se dire, OK, voilà comment je crée mon problème. Et du coup, plutôt, par exemple, de me dire, je vous reprends l'exemple de la mère, de dire, bah, tiens, je vais me poser comme objectif d'être détendu et calme quand je rentre dans la chambre de mon fils. Fausse route, un coach qui va l'accompagner à être détendu et calme ne sera pas un coach en modélisation parce qu'il aura fait un accompagnement au niveau des émotions alors que la problématique se posait au niveau du filtre d'interprétation. Donc, il dira non parce que je vais vous accompagner à être calme et vous allez continuer à vous dire que votre fils ne vous respecte pas. Le changement ne sera pas génératif. Pour vous accompagner à changer, vraiment, il va falloir qu'on pose ça au niveau de votre système de représentation et de votre système de croyance. Voyez, donc, on va vraiment avoir des méthodologies qui vont vraiment nous permettre d'accompagner nos clients à poser les objectifs vraiment au bon endroit, à pouvoir créer des espaces solutions vraiment à de bons niveaux parce qu'on saura bien modéliser déjà un état présent. Et à partir du moment où c'est bien modéliser un état présent, on va pouvoir mieux modéliser l'état désiré et pas faire un truc qui est un petit peu à côté ou juste se servir de techniques, de protocoles de changement en se disant, ah bah tiens, si ce protocole n'a pas marché, je vais essayer celui-ci. Non, non, non. On va vraiment utiliser une logique qui est en lien avec la modélisation. Donc voilà, voilà ce qu'on fait avec la PNL. Alors, je vous présente un petit peu le parcours de l'école. Donc, on a effectivement une formation base PNL qui va vraiment donner les fondamentaux dans la PNL. Donc, on a les fondamentaux de la communication humaine avec les présupposés. On a vraiment des outils pour avoir créé une relation gagnant-gagnant, une posture d'accompagnant pour dénouer des conflits, des malentendus, des incompréhensions, apprendre à fixer des objectifs concrets, motivants et réalistes et apprendre à savoir gérer ses émotions, son stress et celui des autres également. C'est vraiment ce qu'on fait sur la formation base PNL pour le début, hein, si vous souhaitez rentrer dans ce cursus. Et on a un cursus, donc base, technicien, praticien, maître praticien PNL. C'est tout un cursus de formation en PNL. Vas-y, Florence. Je vais te féliciter pour la clarté de ton exposé. Merci. Parce que franchement, tu as dit tout ce qui me semblait, moi, fondamental. Alors évidemment, c'est parce qu'on doit voir, je pense qu'on a la même façon de penser. Je vais ajouter un petit truc sur ce que tu as parlé au niveau de la systémie entre le corps et l'esprit pour faire une… Je vais emprunter une phrase à Robert Dills que j'aime beaucoup, quand tu parlais des émotions, des ressentis, etc. Et qui dit, quand il se passe quelque chose qui perturbe les gens, il dit, c'est intéressant, ça veut sûrement dire quelque chose. Allons voir et remercier ce qui se passe en vous. Voilà. Donc, voilà, c'est pour apporter une pierre à ton édifice en disant, voilà, donc bravo et merci. Merci.
Merci Florence. Céline, des questions pour Sergio sur Facebook? S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Ouais, moi j'ai des questions. Alors ça va peut-être pas intéresser grand monde, mais en fait, bon, comme je t'ai dit ce matin, moi j'envisage donc de devenir coach. Oui. Pour toi, parce que j'ai été voir ton planning, tout ça, pour toi, d'après ce que j'ai pu voir, en un an, je pourrais arriver, enfin, grâce à toi et à ton équipe, pour devenir coach. D'après toi, en un an, ça peut être possible? On a des bons taux de réussite. Alors, Ouais, tu as ok. aussi les taux de réussite. Alors, je ne peux pas te le garantir parce qu'il y a ce qui est de notre responsabilité, puis il y a ce qui va être sous ta Oui. responsabilité. Et il y a également sur la manière dont tu vas évoluer compte tenu de tes capacités d'intégration dans l'apprentissage. Donc, il y a des personnes qui le font en un an. Bon, la majorité le font en un an parce que souvent, c'est des personnes qui sont en transition de vie, demandeurs d'emploi, donc ils n'ont pas non plus… ils ne peuvent pas étaler ça non plus trop longtemps. Donc, la majorité y arrive en un an. Moi, je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a un enchaînement. Donc, on reste dans le bain. Du coup, c'est pas mal. Et certaines personnes ont besoin parfois de faire une pause. Nous, on ne certifie pas comme un cadeau. On vérifie vraiment que les compétences sont là parce qu'il y a un terme que tu vas souvent entendre parler chez nous, c'est l'écologie. L'écologie, c'est quoi? C'est le respect de la personne et de l'environnement. Et en fait, nous, on a remarqué que si quelqu'un n'était pas complètement au niveau, si on le faisait passer, par exemple, un prêtre qui vient en maître prêtre ou autre, ce n'est pas écologique pour la personne parce qu'elle se met en difficulté, elle met également les autres en difficulté. Donc, on vérifie que les compétences sont là. Ceci dit, on ne vous lâche pas. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui nécessitent d'avoir un petit peu plus de temps, moi, j'aime bien dire toujours, on ne tire pas sur les pétales d'une fleur pour qu'elle pousse plus vite. On la nourrit, on l'accompagne à grandir. S'il y a besoin de revenir sur certaines journées, c'est OK. D'ailleurs, tu verras, il y a un petit formulaire d'admission. Dans les processus d'admission, moi, tu verras, c'est écrit, hein, êtes-vous prêt si on vous demande de revenir sur certaines journées, pourrez-vous voir ça comme une opportunité de croissance plutôt que comme un échec? Toujours pareil, on est en lien avec les présupposés. L'accepteriez-vous? Moi, quelqu'un qui va dire non, je ne le prendrai pas, mais ça, c'est mes critères à moi de formateur. Je veux qu'on soit dans un état d'esprit où les personnes savent que je ne suis pas là, avec mon équipe, on n'est pas là pour vous juger, on est là pour vous faire croître, pour vous accompagner et on va respecter le rythme de chacun. Il y en a qui y arrivent en un an, il y en a qui, des fois, ont besoin d'un petit peu plus de travail. Ça, je ne peux pas le savoir pour toi. C'est vrai que des fois, ce n'est pas évident entre l'arrêt des études et puis le fait de s'y remettre. Je sais qu'au début, ce n'est pas toujours facile. Il y a des gens qui sont fatigués au début. Ils disent « Oh, ah ouais, c'est intense, hein, les journées, on apprend beaucoup. Je ne pensais pas que ça allait me solliciter autant. » Et puis d'autres qui y arrivent très bien. Et puis d'autres pour qui c'est un peu difficile, mais qui finalement y arrivent aussi. Voilà, nous, on fait le maximum pour vous accompagner. On fera le maximum si c'est ton projet pour t'accompagner. Et, voilà. Donc, et si tu y arrives en un an, ben, super. Je ne peux pas le garantir. Ça va Non, non, dépendre. mais Voilà, c'est pour comment ça. tu évolues. Donc, ça me donne une moyenne, en fait, pour Ouais, justement ce projet de vie. Moi, j'ai une famille, donc bien sûr. je plaque tout en ce moment. Voilà, je veux voir, je vais pas, j'emmène dans mon petit bateau toute une famille, donc il faut que je sache un petit peu où je vais. C'est ça. Et toujours voilà, de regarder ton écologie, c'est-à-dire Ouais. voilà, en termes de durée, de finances. Il y a des gens qui étalent le parcours sur 2 ans des fois, parce que pareil, au niveau de l'aspect financier, ce n'est pas toujours écologique de faire tout d'un coup. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit toujours écologique, parce qu'on sait que s'il y a quelque chose qui n'est pas dans l'écologie de la personne, ça va forcément dans le parcours, à un moment donné, soit perturber la personne qui, une fois que la personne est perturbée, bah, va forcément perturber le groupe, ça va nous perturber en tant que formateur parce qu'on va se dire, oh, mince, qu'est-ce qu'on peut se faire? On va sortir les rames et tout. Donc, on veut vraiment faire en sorte de vérifier l'écologie, que tout soit aligné, que tout soit OK pour, voilà, pour ta famille, pour toi, que ce soit à ton rythme, que ça se passe le mieux. Et après, on trouve toujours des solutions d'adaptation, quoi. Parce qu'on essaye Ok. de faire les présupposés, d'être flexible. Et on est combien quand on est en formation Alors, ça peut vraiment varier. Tu vois, là, au mois de mai, ils étaient un petit groupe. J'ai eu un groupe en mai, là, ils étaient 5. Donc, tu vois, c'était un petit, très petit groupe. Et j'ai arrivé d'avoir des groupes où ils étaient des fois 12, 15. Donc, D'accord. voilà. Ceci dit,
faut pas se dire, ah bah tiens, s'ils sont 15, on est 15 à un moment donné, est-ce que ça veut dire que ce sera de moins bonne qualité? Justement, moi, c'est pas ce que je veux. Donc, j'ai systématiquement, et c'est mon engagement, une personne pour 3. J'ai un formateur ou une personne ressource, c'est quelqu'un qui a vécu le parcours, pour 3 stagiaires avec des fiches d'évaluation. Et nous, en fin de journée, en tout cas moi ou Catherine, la formatrice, on fait un point et on prend les fiches de suivi et on dit telle personne, elle en est où. C'est-à-dire que même si je tourne dans les groupes avec les personnes ressources, etc., je ne peux pas me dédoubler, donc voilà. Mais de toute façon, à chaque fin de journée, je sais exactement où en est chacun, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, en plus, on vous modélise forcément, donc on sait un petit peu comment c'est, parce qu'on vous modélise dans votre manière d'apprendre et puis dans les thématiques que vous allez amener, parce que vous allez amener aussi des thématiques où vous allez parler de certaines difficultés, qui peuvent être des difficultés relationnelles ou autres, parce qu'il faut intégrer, expérimenter les techniques pour pouvoir mieux comprendre quand vous allez les faire avec vos clients, comment eux les vivent, les techniques, puisque vous-même, vous les aurez vécues. Donc, on sait vraiment où vous en êtes au niveau du suivi. Franchement, même si j'ai je ne prends jamais un nombre de gens où je sais qu'à un moment donné, je vais y perdre en qualité, parce que dans mes valeurs et mon modèle du monde, moi, j'ai besoin que mon métier fasse sens. Et pour qu'il fasse sens, je veux qu'il y ait de la qualité. Donc, du coup, voilà. Tu peux être sûr que qu'on soit 5 ou 15, ça sera toujours de la qualité, quoi. Ok, nickel. Merci. Est-ce que je peux compléter justement pour les questions que tu posais? C'est vrai qu'on a la chance dans ces formations PNL d'expérimenter. Alors, voilà, ça remue de temps en temps. Je m'excuse, hein, mais je sors du Covid, donc j'ai une voix. Bon, voilà. Et le fait d'expérimenter et d'avoir justement du feedback, c'est une richesse parce que ce n'est pas que de la théorie. Et je rebondis sur ce que tu disais où de temps en temps, on voit des formations que c'est théorique. Voilà. Ouais. Là, on expérimente. Et c'est ça qui est le plus important parce qu'on va incarner, on va le vivre. Et si on veut le faire vivre après aux gens qu'on accompagne, il faut l'incarner, il faut l'avoir vécu. Voilà, donc c'est la grande richesse. Voilà, et c'est ce qui se passe avec Active PNL. Et vraiment, voilà, c'est une richesse. Et moi, je le vois parce que tu vois, par exemple, en coach, donc là, ils ont fait tout le parcours PNL et je leur dis, OK, c'est quoi les protocoles en PNL ou quand vous avez été accompagné, parce qu'il y a aussi le cadre que quand vous vous accompagnez entre vous, on n'est pas ni en coaching ni en thérapie, c'est-à-dire que des fois, vous tombez sur quelqu'un qui est maladroit, c'est normal, il est en train d'apprendre. Hein. Et je leur dis toujours en coach plus tard, je leur dis, c'est quoi les protocoles ou quand vous l'avez vécu, ça n'a pas marché parce que voilà, c'est un stagiaire qui était maladroit et ce protocole, il ne vous parle pas trop. Listez-les parce que si vous l'avez vécu et qu'il ne vous parle pas trop, vous n'allez jamais pouvoir les proposer à vos clients parce que vous ne les aurez pas vécus en vous disant « Waouh !» Donc, du coup, des fois, c'est intéressant de se dire « Je vais y revenir sur ce protocole, mais je vais me refaire accompagner dessus parce que je ne sais pas pourquoi il ne me parlait pas, mais peut-être que du coup, là, on était dans l'apprentissage, c'était la première fois, il y avait des maladresses. Il faut que je le revisite un petit peu parce qu'un bon coach, dans son système de croyance, il croit en ses outils. Et pour croire en nos outils, ça veut dire qu'on les a vécus, qu'on les a expérimentés et qu'on se dit oh, mais c'est tellement puissant, ça c'est sûr, il faut que je le fasse à mon client parce que c'est ça dont il a besoin, quoi. Donc, il y a vraiment toute cette partie très pratique que bien sûr, on ne peut pas apprendre en faisant juste du e-learning ou en faisant de la PNL, en lisant des bouquins. C'est comme apprendre du vélo en lisant des livres, quoi. Donc, merci. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Et puis, bonne soirée également à ceux qui sont sur Facebook. Voilà. Et je vous dis à une prochaine fois. Alors. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Au revoir. Au revoir.